Le budget musique, clairement, ils ont mis le paquet. Umbrella Academy, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, ça c'est tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu la première saison de la série, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Umbrella Academy est l'histoire d'un groupe d'enfants qui ont des super pouvoirs, qui sont tous élevés comme une famille et qui doivent arrêter l'apocalypse. Umbrella Academy saison 1, vous le savez très bien, j'avais vraiment beaucoup apprécié, c'était devenu rapidement l'une de mes séries préférées avec une seule saison, j'avais adoré, c'était une grosse claque, une grosse surprise, et j'avais évidemment très hâte de voir la saison 2, j'ai d'ailleurs décalé mes vacances pour faire la critique de cette série. Je devais partir en vacances plus tôt, mais je me suis dit vas-y, il faut que je fasse Umbrella Academy parce que oui, c'est la dernière critique avant mi-septembre. Il y aura encore 3 vidéos d'ici là, mais en termes de critique, c'est la dernière avant un petit moment. Mais si vous voulez plus d'infos, vous savez très bien qu'il faut me suivre sur Instagram et sur Twitter. Mais tout ça pour dire, j'avais hâte, j'ai vraiment tout décalé pour faire cette critique et j'étais vraiment excité à l'idée de voir la saison 2. Et c'est vrai que j'ai vu la saison 2 en une journée, enfin presque, j'ai regardé 8 épisodes le premier jour, ensuite je devais aller faire des trucs, genre regarder le match PSG-OL, et les 2 derniers épisodes par la suite, parce que bon, du coup, niveau rythme, c'est vrai que tu regardes ça d'une traite, hein, ça se regarde très très vite, encore une fois, c'est cliffhanger après cliffhanger, c'est dynamique, c'est vraiment bien foutu niveau rythme, ils se sont pas foutus de notre gueule. T'as envie de regarder tout d'un coup, c'est encore une fois l'exemple des clips de musique, parce que c'est vrai que niveau musique, ils ont mis l'argent. C'est une série très rock'n'roll, non pas qu'avec la musique, mais ils ont beaucoup de chansons classiques rock, mais le rythme va avec. La série est vraiment au rythme de ses musiques, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sons par épisode de chansons cultes ou des covers. Exemple tout bête, j'en ai un peu marre d'entendre du Billie Eilish partout, même si j'aime beaucoup les chansons en soi, j'en ai marre d'entendre ça dans toutes les séries, tous les films, toutes les bandes annonces. Là, ils ont eu l'intelligence de faire des covers. Du coup, ils prennent des chansons cultes, que ce soit de pop, mais plus de classique rock d'habitude, et même les chansons de pop qui sont un peu trop utilisées, ils font des covers de ça et ça rend beaucoup mieux. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont vraiment rythmé leur série par rapport à la musique, et c'est génial parce que du coup tu regardes ça avec beaucoup d'amusement, c'est très divertissant, et pour le coup Netflix, ils veulent clairement faire de cette série l'un des piliers de la plateforme. Ils ont mis le budget, et je parle pas que de la musique, encore une fois, ils ont mis le budget dans tout. Alors oui, la série a vraiment de la gueule, les effets spéciaux ont de la gueule, ils se sont pas foutus de notre gueule niveau mise en scène, niveau photographie, parce que niveau photographie, l'éclairage est juste magnifique, il y a vraiment de beaux plans dans la série, il y a des plans de haut pour montrer la petite taille des personnages, les dialogues sont toujours dynamiques, les acteurs font toujours quelque chose, c'est pas juste ils sont assis, ils se parlent, les mouvements de caméra sont dynamiques, ça bouge de partout, même dans les scènes d'action. Là où j'ai le plus de mal, c'est là, dans les scènes d'action au final, c'est que oui, il y a de belles idées de mise en scène par rapport aux scènes d'action, mais le problème que j'ai, c'est qu'on voit trop les cascadeurs, on voit pas assez les acteurs, parce qu'il y a sûrement aucun acteur qui fait ses propres cascades, parce que c'est toujours des combats main nue avec des acrobaties pas possibles, donc les acteurs peuvent pas les faire, et tu vois clairement que c'est pas les acteurs qui le font, donc c'est toujours filmé un peu de loin pour pas voir le visage des cascadeurs. Il y a quelques gros plans évidemment sur les vrais acteurs quand ils peuvent, mais sinon c'est vrai que ça fait pas très naturel, et c'est dommage d'avoir cette contrainte des cascadeurs et des acteurs. Bon, c'est normal, ils sont pas formés à se battre comme dans la série, mais c'est vrai que moi ça m'a un peu sorti de la série parce que du coup j'avais pas du tout cette impression que c'était les acteurs ou du moins les personnages qui se battaient. Mais sinon c'est bien filmé, vraiment c'est dynamique, et il y a même des épisodes beaucoup plus lents où c'est plus contemplatif, et encore une fois l'éclairage, la composition des cadres qui est vraiment bien faite parce que les personnages ont toujours une place très petite dans le cadre pour bien nous montrer les décors qu'ils ont fait parce que c'est dans les années 60, ils ont mis des beaux décors. Alors j'ai l'impression que la majorité de la série a été faite en studio, il y a très peu de décors j'ai l'impression en extérieur, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas très à la limite parce que t'as l'impression que t'es en extérieur, mais pas trop à la fois. Donc clairement, des fois, tu vois un peu le fond vert, tu dis bon, ça c'est fait en studio, d'accord, mais globalement, c'est très bien fait. Effets spéciaux, mise en scène, ils sont vraiment donnés à fond. C'est pas une série qui a été faite à l'arrache par un réalisateur yes man, c'est une série qui a été faite avec des idées, beaucoup de volonté de faire quelque chose d'artistique. Donc visuellement, ça déchire, et encore une fois, c'est un vrai plaisir à regarder cette série rock'n'roll, bien rythmée, même avec les épisodes les plus lents. Ils sont vraiment nécessaires parce qu'ils symbolisent une coupure, je parle de l'épisode 7 surtout, qui est beaucoup plus lent que les autres, mais ils symbolisent vraiment une coupure dans la saison et des enjeux. Du coup, c'est ça qui est bien aussi, c'est d'avoir un épisode beaucoup plus calme pour rebalancer la sauce juste après. Donc encore une fois, ça se regarde très vite, t'as pas du tout le temps de t'ennuyer, et c'est ça qui est bien aussi. J'aime beaucoup le contexte aussi, c'est que ça se passe dans les années 60, du coup ils vont parler évidemment d'homophobie, ils vont parler de racisme envers les noirs, ils vont parler de sexisme, mais c'est pas là pour être politiquement correct, c'est pas là pour être là. C'est l'époque, il y avait la ségrégation, il y avait le racisme, et en fait ça fait avancer le parcours des personnages. En gros, vu que quelqu'un va être impliqué dans la lutte des noirs, par exemple, ça va faire avancer son personnage, lui donner de nouvelles motivations, vraiment faire changer sa personnalité. Le fait qu'il y ait de l'homophobie dans ce monde, ça va changer un peu la psychologie des personnages, donc toutes les conséquences, je dirais pas géopolitiques, mais nationales de l'époque, sociétales, impactent le parcours des personnages. Et ça qui est bien aussi, c'est que c'est pas une thématique pour être là, c'est vraiment ce qui fait avancer l'histoire des personnages, et il y a un peu de contexte géopolitique. On est quand même en pleine guerre froide, du coup à chaque fois c'est CIA, KGB, conspiration, ils parlent beaucoup de ça, et c'est intéressant, parce qu'il y a toujours une histoire de conspiration dans Umbrella Academy, et là vu que c'est vraiment l'âge d'or de la conspiration, j'ai envie de dire, évidemment la guerre
froide. Là, ils ont vraiment profité de ce concept à fond, ils se sont vraiment donnés pour ça. Donc clairement, ils ont bien géré leurs thématiques sérieuses, sociétales, racisme, homophobie, sexisme, contexte géopolitique, pour justifier peut-être quelques facilités scénaristiques, par exemple les super pouvoirs. Quand quelqu'un découvre que l'une des personnes a des super pouvoirs, c'est toujours CIA, KGB, c'est un peu facile, mais ça a du sens. À l'époque, c'était comme ça. Les États-Unis, dès qu'il y avait un truc qui était un peu bizarre, c'était les Russes. C'est comme ça. Du moins les Soviétiques, parce que bon, une autre époque. J'aime bien la manière dont ils ont utilisé le contexte, j'aime bien la société qu'ils ont utilisée, j'aime bien la manière dont les personnages fonctionnent par rapport à ça. Ils doivent s'adapter à leur monde, ils doivent vivre une nouvelle vie, et ils ont tous une nouvelle vie à cette époque-là. Donc ça qui est intéressant aussi, c'est la manière dont ces personnages-là évoluent par rapport à leur société. Mais ce qui est fort et le plus important dans la série, c'est la manière dont ils évoluent par rapport à eux-mêmes. Par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire psychologiquement, ils doivent vraiment avancer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur vie. Et de l'autre côté, dès qu'ils sont ensemble, en tant que famille, c'est incroyable. C'est là qu'il y a le cœur émotionnel de la série. C'est là que la série est à fond. C'est quand les personnages de cette famille interagissent entre eux, t'adores les voir. Parce qu'ils se font des blagues, ils se moquent les uns des autres, ils kiffent vraiment leur vie. Et en même temps, ils ont des moments où ils sont pas d'accord. Et c'est vraiment la dynamique familiale qui est au cœur de la série. Et ils ont très bien réussi. C'est vraiment une grande famille, ils sont 7 frères et sœurs et c'est juste génial à regarder quoi. Encore une fois, pour revenir au traumatisme du père qui est encore plus présent dans cette saison 2, Reginald est beaucoup plus présent ici, t'en apprends beaucoup plus sur lui, ce qui est génial, et donc la manière dont la famille agit par rapport à lui, c'est ça qui est vraiment fort aussi, c'est l'impact qu'il a sur ces gens-là et la manière dont vraiment il a été un père horrible pour eux et la manière dont ils interagissent avec, donc ça c'est très fort et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait, on en parlera un peu plus en spoiler, et c'est la thématique principale, c'est la relation familiale entre le père et les enfants. Mais encore une fois, je trouve que les personnages ont bien évolué, on en parlera en détail en spoiler, je trouve que tu t'ennuies jamais, je trouve que la musique est géniale et je trouve que les scènes d'action sont majoritairement bien foutues. La fin est vraiment cool, t'as une vraie fin en mode cliffhanger qui envoie du très lourd et j'adore ça. Encore une fois, ils se foutent pas de notre gueule niveau scénario, ils font bien avancer toute l'intrigue et ils étalent pas une intrigue à chaque fois sur plusieurs saisons. À chaque fois, ils se renouvellent, ils vont dans quelque chose de différent à chaque fois et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Il y a évidemment quelques facilités scénaristiques, on en parlera un peu plus en spoiler, mais c'est globalement quelqu'un qui tire genre 100 balles et personne se fait toucher, le classique. Il y a des problèmes par rapport au voyage dans le temps, par rapport auxquels j'ai quelques questions, mais globalement la série reste très drôle, surtout par rapport au personnage de Klaus qui est génial. Les acteurs sont à fond, je les aime vraiment beaucoup, ils ont vraiment un capital sympathie incroyable. Tu ne peux vraiment pas détester la famille, c'est juste impossible, ils ont tous quelque chose qui les rend adorables et tu les comprends tous parfaitement. Vraiment, tu peux dresser le profil psychologique de tous très rapidement et ça qui est génial aussi, c'est qu'ils sont assez complexes et la série reste déjantée et fun. Voilà, les scènes d'action, surtout par rapport aux super pouvoirs, vont vraiment être bien filmées. Je parle de la toute première scène au début de la saison qui est juste incroyablement bien faite, les effets spéciaux sont géniaux, même si des fois tu remarques un peu les fonds verts, le fait que c'est en studio, globalement ça reste très bien. Et dans le côté déjanté, il y a quand même un poisson dans un bocal, dans un costume. Et ça vaut le détour. Et t'as quand même une vraie fin qui te motive clairement à voir la suite et j'ai hâte de voir une saison 3 dans un an et demi, bref, vraiment hâte de voir ça. Pour conclure, c'est extrêmement divertissant, c'est bien fait, il y a peut-être quelques lenteurs, des fois à la limite, mais je trouve qu'elles sont nécessaires. Les acteurs s'éclatent, les personnages sont bien écrits, ça donne vraiment envie de voir la suite. La musique est géniale, le rythme est top, cliffhanger vraiment à fond. C'est une saison plus que satisfaisante, vraiment j'ai passé un excellent moment devant, je trouve que c'est l'une des meilleures séries Netflix, de loin. Ils ont vraiment réussi tout ce qu'ils voulaient accomplir dans cette saison et ça donne envie d'en voir plus. Et si vous n'avez toujours pas vu Umbrella Academy, je vous conseille fortement d'essayer cette série parce que nous, maintenant, on va en parler en spoiler. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à rejoindre la chaîne à côté du bouton s'abonner. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. On va commencer en parlant des personnages. J'ai adoré Ben dans cette saison, je trouve vraiment c'est le MVP de la saison. J'adore évidemment la relation qu'il a avec Klaus, cette relation vraiment fraternelle. Ils s'aiment et ils se font un peu la gueule de temps en temps. Ils se moquent mutuellement l'un de l'autre et je trouve que Ben, il a vraiment des scènes touchantes parce qu'il aimerait être avec sa famille. Il a des moments où il dit qu'il est très content de revoir sa famille mais il peut pas interagir avec eux. Et je trouve que la scène où il est avec Vanya justement est très touchante. Du coup il lui demande est-ce que tu veux me faire un câlin avant que je parte. Et j'aime beaucoup le fait que Ben soit passé à autre chose. Bon, on va parler de la fin après, hein. Mais j'aime beaucoup la manière dont il a été important dans la saison. Il a beaucoup participé aux événements de cette saison-là, il a été vraiment important. Il a eu des moments touchants et je trouve que c'est vraiment le cœur émotionnel de cette saison-là aussi. Il a eu ces moments très essentiels et vraiment il a représenté quelque chose que j'aimais voir, surtout quand il essaie de draguer une fille par exemple. Dans le corps de Klaus et tout, tu vois un peu qu'il essaie de vivre aussi. Tu vois aussi que quand il essaie de vivre, il se rend compte qu'il doit passer à autre chose parce qu'au final, il est mort. Donc je trouve qu'il était très touchant et je trouve vraiment que c'était l'un des personnages les plus adorables et les plus intéressants de cette saison. Five aussi était très important parce que c'est lui qui essaie de régler tous les problèmes, c'est le plus vieux, c'est le plus compétent, c'est un peu le grand frère, même s'il est dans un corps de pré-ado. Mais
même lui qui doit porter littéralement le monde sur ses épaules et empêcher l'apocalypse, tu vois qu'il a beaucoup de mal. Et vraiment, il se donne à fond, mais il n'y arrive pas. Il a besoin de sa famille pour y arriver. Mais j'aime beaucoup le fait que même lui, il apprend à y aller plus mollo, parce que c'est quelqu'un de l'extrême, toujours. On le voit bien qu'il a toujours essayé de voyager dans le temps, on voit bien qu'il a toujours été extrême avec sa famille, on voit bien qu'il a toujours été le grand frère qui se foutait un peu de la gueule de tout le monde, mais qui était là pour eux. Et là, pour le coup, pour une fois, il doit y aller mollo. Et j'aime beaucoup parce que c'est Reginald qui lui dit d'aller mollo. Et le fait de remonter dans le temps à la fin, c'est un peu symbole de tout ça, c'est de son développement de personnage. C'est que pour une fois, il doit faire un petit pas pour faire de grandes actions. Alors que lui, il a toujours été quelqu'un d'extrême qui veut faire de grandes choses. Et lui, l'objectif de sa vie, ça a toujours été de sauver le monde. C'est vraiment son travail, il a bossé pour la commission, c'est vraiment son objectif. Et pour le coup, apprendre à y aller plus doucement, c'est vraiment ce qu'il a rendu spécial dans cette saison, en plus des relations avec toute sa famille. C'est quelqu'un de très dynamique, qui bouge à droite, à gauche, et qui a vraiment des scènes très prenantes, on en parle après. Évidemment, c'est Klaus qui vit sa meilleure vie, c'est le leader d'une secte, un gourou pour ces gens-là. Il vit sa meilleure vie, mais en même temps, tu vois que ça lui suffit pas. Il a le cul qu'il veut, il a l'argent qu'il veut, il a une secte, il a un palais, c'est vraiment un roi pour plein de monde. Mais tu vois que, fatalement, sans sa famille, il est aussi vide émotionnellement, même s'il est là avec Ben de temps en temps, sans sa famille, tu vois qu'il y a un vrai manque. Tu vois qu'il a vraiment besoin d'eux pour avancer et être quelqu'un. Et tu vois qu'il ne peut pas nier ses responsabilités jusqu'au bout. Et même à la fin, quand il essaie justement de sauver Vanya dans l'épisode 9, tu vois qu'il n'y arrive pas, mais au moins il a essayé, il s'est donné à fond. Et même lui, il y a des scènes touchantes par rapport à son alcoolisme et à son ex, qui au final va aller au Vietnam. Mais au moins, il a été bien développé, je trouve qu'il a vraiment eu des moments touchants encore. Je trouve qu'il a bien grandi, du moins il a essayé, et il a vraiment essayé de prendre en responsabilité. Et ça, c'est cool. Parce qu'on aura du coup un Klaus de plus en plus responsable et quelqu'un qui va de plus en plus participer. Et j'aime beaucoup parce que vraiment tout le monde a évolué, tout le monde a avancé dans l'histoire, comme pour Diego qui a eu son complexe héroïque, qui pense toujours que c'est un héros et qui doit sauver tout le monde. J'ai toujours trouvé ça intéressant par rapport à lui parce qu'il n'y arrive pas non plus. Et c'est de là que sa frustration vient aussi. C'est qu'il essaie d'être héroïque mais il n'y arrive pas, il est frustré par rapport à ça et les gens autour de lui sont souvent meilleurs que lui. Et lui qui veut être le meilleur, qui veut vraiment faire les choses comme il faut, les bonnes choses en tout cas, et il se rend compte que c'est les gens autour de lui qui arrivent mieux que lui et ça le frustre aussi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a besoin des autres pour réussir aussi. Enfin, tout le monde a besoin des autres pour réussir aussi, c'est le message de la série. Mais en tout cas, pour le coup, j'ai bien aimé sa relation avec Layla, je trouve qu'elle était très intéressante, même si c'était bizarre à la fin quand il lui dit qu'on est tous la même famille. Bon, un peu bizarre. Mais en tout cas, ça l'a rendu beaucoup plus agréable qu'avant et tu vois aussi que la frustration était présente chez lui. Surtout par rapport à Reginald où là, vraiment, il a beaucoup de mal avec ce personnage. Mais lui aussi a une part importante dans la série et il s'est donné à fond. Allison était beaucoup plus à l'écart de la famille parce qu'au final, elle commençait à avoir une famille. Elle était mariée avec un mari qui est aussi adorable. Hein. C'est quelqu'un qui se bat pour ses luttes sociales et leurs au revoir sont assez touchants par rapport à cette lettre. Mais elle a vraiment changé d'optique parce qu'elle voulait pas arrêter l'apocalypse parce qu'elle s'est rendu compte que l'apocalypse au final c'est pas important parce qu'il y a d'autres problèmes. Dans le monde dans lequel elle vit actuellement, au fait, apocalypse ou pas, elle est maltraitée, elle est oppressée par la société, donc elle se bat pour quelque chose de différent, elle se bat pour d'autres idées. Pour elle, l'apocalypse, peu importe. De toute façon, là, regarde, moi, j'arrive pas à avoir une bonne vie. Donc toute la lutte sociale par rapport à elle était vraiment cool, et je trouve qu'elle était bien foutue, parce qu'au final, c'est là qu'il y a le paradoxe, c'est qu'elle pourrait arrêter de cette lutte sociale, elle pourrait juste aller voir n'importe qui, leur dire avec ses super pouvoirs d'arrêter d'être raciste, et d'accepter les gens, mais elle le fait pas, parce qu'elle a envie de faire ça bien, elle a envie de faire ça normalement, avec une vraie lutte des classes. Et ça qui est fort aussi, c'est qu'elle a vraiment sacrifié ses pouvoirs, entre guillemets, pour faire ça proprement. Ça montre beaucoup d'humilité, mais elle a aussi ce côté plus vengeresse que tu vois dans la série, c'est qu'à un moment elle a vraiment envie de se venger du mal qu'on lui a fait, elle se rend compte que c'est pas la bonne chose à faire. Et pareil, elle aussi a besoin du support de sa famille, mais vraiment la lutte des classes, enfin la lutte raciale en tout cas qu'elle a eu par rapport à son histoire était cool, et ça montrait vraiment les priorités des gens, parce que bon, on parle de l'apocalypse, des problèmes de maintenant, mais à l'époque il y avait d'autres problèmes et elle pensait vraiment à ça. Clairement pour moi c'était l'une des grosses réussites de la série aussi. J'aime beaucoup Luther aussi parce qu'au final il était heureux, il avait un bon taf, il avait vraiment une relation paternelle qu'il n'a jamais réellement eu avec quelqu'un. C'est d'ailleurs assez douloureux quand il doit quitter cette relation paternelle et qu'il doit penser à autre chose, donc il a vraiment une vie heureuse, mais quand Allison revient, il se rend compte que sa famille lui manque, surtout Allison, et je trouve qu'ils ont pas assez développé le côté amoureux durant cette saison 2 parce qu'il était vraiment présent dans la saison 1, et là dans la saison 2 il a compris qu'elle avait un mari, il a compris que c'était pas possible, mais ils ont un peu moins développé, sauf à la fin où ils s'embrassent pour faire du bouche à bouche. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de moments où ils en parlent, où il y a vraiment quelque chose derrière tout ça. Je pense vraiment que la série va tourner la page par rapport à ça, du moins on verra bien, mais il y aura d'autres priorités, mais j'aurais aimé une scène vraiment conclusive par rapport à ça pour bien fermer cette intrigue, pour dire voilà on a compris que c'est pas possible, mais peut-être maintenant qu'elle est plus mariée, fatalement qu'elle a vécu une autre vie, ils vont peut-être rouvrir cette intrigue pour justement explorer cet aspect amoureux de la série. J'ai bien aimé Luther parce que pour une fois il sentait normal, il se sentait comme s'il avait sa place dans ce monde. Il était apprécié, il avait une sorte de père, il vivait sa meilleure vie au final, et là quand sa famille revient, tout bascule, et il tombe dans une sorte de mini-dépression durant la saison, et pareil, j'aurais aimé que ce soit un peu plus développé pour le coup ça. On le voit bien manger, bien boire à un moment, bon, il y a eu une scène ou deux par rapport à ça, j'aurais aimé un peu plus de ça. J'aurais aimé qu'il remette vraiment sa vie en question pendant un peu plus qu'un épisode, et qu'on ait peut-être un Luther plus dépressif. Là, ça n'a pas été le cas. Ça aurait été intéressant d'aborder ça, parce qu'il a toujours été un peu triste, a toujours senti exclu, et ça aurait été bien encore une fois de faire le parallèle au moment où il était joyeux dans
dans sa vie, et là le moment où il est un peu plus triste parce que sa famille est de retour. Encore une fois, c'est le paradoxe, sans sa famille il était heureux, sa famille revient, il y a la tristesse qui revient et qui remonte. Surtout encore une fois par rapport à Reginald. Pareil pour Vanya, elle vit sa meilleure vie, elle est en couple avec quelqu'un, elle a une sorte de vraie famille, pareil même s'il y a le père de la famille, Carl, qui pose beaucoup de problèmes. Au final elle est heureuse, elle pense vraiment qu'elle peut vivre sa vie en toute liberté, et c'est là qu'il y a le problème par rapport à l'homophobie, c'est qu'en vrai les deux seraient partis s'il n'y avait pas cette société. Si c'était en 2019 par exemple, elles seraient juste parties vivre ensemble et puis c'est tout. Là il y a l'oppression sociétale par rapport au couple, c'est qu'elles peuvent pas vivre ensemble. Et c'est aussi ça qui freine leur relation, c'est la société. La frustration de Vanya elle vient aussi de ça, c'est qu'elle ne peut pas être la personne qu'elle veut réellement être, et ça aussi qui est douloureux pour elle. J'aime bien ce développement de personnage parce qu'elle se rend compte que la vie normale qu'il avait elle n'est pas possible parce que c'est elle qui cause l'apocalypse à chaque fois parce qu'elle a les pouvoirs les plus puissants, c'est elle qui cause tous les problèmes et c'est un gros fardeau à porter quand même, c'est toi qui cause la fin du monde. C'est difficile et encore une fois ils se sont pas répétés par rapport à la saison 1, là pour le coup elle prend en main ses responsabilités et elle devient vraiment quelqu'un d'important et vraiment elle essaie de gérer sa colère et gérer justement ce qui cause l'apocalypse. Et on le voit bien que lorsqu'elle arrive à gérer ses pouvoirs, au final il y a beaucoup moins de problèmes. Enfin il y a d'autres problèmes qui surgissent, hein, mais ça fait d'elle une personne bien meilleure aussi. Et ça qui est intéressant, et j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec l'enfant, ce parallèle parce qu'il a transféré une partie de ses pouvoirs et on voit que l'enfant à la fin, Harlan il s'appelle je crois, j'allais dire Haaland mais c'est pas la même chose, c'est Harlan, voilà, c'est lui qui a les super pouvoirs et j'aime bien cette connexion qu'ils ont eu tous les deux, c'est qu'elle a transféré une partie de ses pouvoirs et on va voir l'importance qu'il aura par la suite parce que cette personne va grandir. Et ça m'étonnerait pas de voir Harlan dans la saison 3 parce que du coup il sera beaucoup plus vieux, il aura genre la soixantaine, même 70 ans, il aura des pouvoirs, on verra l'impact qu'il aura sur le monde, ça va être très intéressant. Je trouve que Vanya elle a encore une importance capitale, elle a pris moins de place que dans la saison 1, c'est sûr, elle était importante en tout cas et j'ai beaucoup aimé son évolution aussi. Mais en tout cas c'est Reginald qui était super intéressant parce que tu comprends maintenant pourquoi il est pas très sociable. Tu comprends pourquoi il a pas ce comportement très humain, parce que ce n'est pas un humain, c'est un alien. Dommage qu'ils ont pas montré son visage, j'aurais bien aimé le voir, mais bon, on a compris l'idée en tout cas. On s'en doutait dans la saison 1 que c'était un alien, là c'est confirmé, c'est prouvé, et tu comprends pourquoi c'est pas quelqu'un d'humain, il se comporte pas socialement comme un humain. On sait qu'il veut le bien du monde, mais on sait pas pourquoi il le veut en soi. Ça va être intéressant de pourquoi il est aussi dur avec les gens, pourquoi il est aussi peu paternel, et j'ai vraiment hâte de voir pourquoi il est qu'il est réellement. Du moins, quelles sont ses motivations. Globalement, on dirait juste un connard, mais tu vois qu'il a quelque chose derrière tout ça, parce qu'il fait souvent des speeches où il dit on fait ça pour le bien de l'humanité. Mais pourquoi lui, il en a quelque chose à faire de l'humanité? C'est ça qui est intéressant aussi. Enfin bref, c'est un personnage qui est très curieux, très intéressant, qui a vraiment de scènes fortes. Je trouve que d'ailleurs les scènes où il est présent, c'est les meilleures scènes, enfin quasiment les meilleures scènes de la série. Il apporte vraiment un gros dynamisme et je trouve que l'acteur est top. Hein. Et j'ai hâte de voir comment la relation avec Grace va se développer aussi parce qu'on voit qu'ils sont ensemble, on sait pas trop comment, pourquoi. Enfin bref, je suis curieux de voir ça. Est-ce qu'il tombe amoureux d'une humaine? Même si on sait que dans la saison 1 c'était une robot, mais c'est après sa mort. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Il y a beaucoup de questions surtout par rapport à ce personnage et vraiment c'est ça qui va rendre la chose très curieuse. Donc c'est vraiment une grosse réussite et hâte d'en voir plus. Comme Lila, je trouve que c'était un peu cliché parce qu'elle devient gentille à la fin, mais encore une fois j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle devienne gentille, qu'elle accepte sa famille et que sa famille et elle se fassent tuer juste après. Comme ça, la scène n'a jamais eu lieu au final, il n'y a jamais eu sa conclusion par rapport à elle, du coup elle est juste partie, elle a jamais accepté sa nouvelle famille. Et ça qui va être intéressant, c'est est-ce qu'elle va rejoindre la famille, dans quelle époque elle est partie, où est-ce qu'elle vit, comment elle aura impacté le monde. Donc ça va être intéressant. Et j'ai bien aimé son personnage parce que oui c'est un peu cliché, c'est la méchante espionne qui tombe amoureuse de l'un des personnages qu'elle doit surveiller, mais en même temps ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'elle tombe peut-être amoureuse de lui, de Diego, mais c'est surtout par rapport à la famille où elle se reconnaît au final. C'est qu'elle aussi elle est spéciale, elle aussi elle a adopté ou du moins volé les pouvoirs des autres et qu'elle est comme les autres et du coup elle a pas réellement eu de famille parce que sa famille a été assassinée, elle a été manipulée, du coup ça va être une bonne addition à la famille et je pense qu'il aura une importance capitale aussi. Mais encore une fois je trouve que c'est une excellente addition et l'actrice était aussi très cool et ça a vraiment rendu la série encore plus dynamique. Ça m'a fait plaisir de voir Hazel, bon pas beaucoup parce que son arc narratif a déjà été conclu à la fin de la saison 1 et maintenant au début de la saison 2, mais c'est toujours un petit plaisir de voir Hazel quand même. Même les Suédois je trouve qu'ils étaient plutôt bien faits au final, c'est qu'ils avaient un peu de personnalité, c'est parce qu'ils étaient frères et c'est ce qui comptait pour eux. J'ai pas trop compris le délire à la fin quand il va dans le camion des hippies. On verra comment ça change, même si ça m'étonnerait qu'on le revoie un jour dans la série. J'ai bien aimé les frères suédois, je trouve qu'ils avaient un peu de personnalité, même si pas beaucoup au final. Il y avait au moins quelque chose qui les rendait unique en soi, au lieu d'être des machines à tuer sans cœur et sans émotion. De toute façon, les Américains, dès qu'il y a une machine à tuer sans cœur, c'est des Européens. Dans Stranger Things, c'était un Russe. Là, c'est des Suédois, super. Mais c'est la méchante, j'ai du mal avec elle. Bon, elle est morte définitivement, c'est cool. Je trouve qu'elle avait pas trop de personnalité, je trouve qu'elle était juste avide de pouvoir et puis c'est tout. C'était pas du tout la méchante la plus intéressante à suivre dans la série. Et je suis content qu'on se concentre sur d'autres méchants par la suite. Et revoir Pogo, même si c'était peu de temps, ça fait du bien. Et je pense que j'étais pas le seul d'être déçu de la mort d'Elliot. Il méritait pas ça, c'est clair et net. Avant de finir, j'ai envie de parler de quelques scènes et donc de la fin aussi. Évidemment, la première grande scène de la série, c'est la scène d'introduction avec l'apocalypse. Les soviétiques qui attaquent, les américains qui se défendent, les super pouvoirs de tout le monde et les bombes nucléaires qui tombent. Super bien fait, super divertissant, et rien à dire. La révolte, justement, était vraiment une scène bien filmée, bien foutue. La première fois qu'Allison utilise ses pouvoirs, je trouvais ça vraiment bien fait. C'était dynamique, c'était sombre, ça montrait vraiment ce que c'était à l'époque et à quel point ça a pas réellement changé non plus. Elliot et Luther s'est défoncé parce qu'ils rigolaient tous les deux de leur tristesse, de leur dépression, du coup c'était une belle scène.
scène. Ils rigolent de vraiment des choses qui les ont brisées dans leur vie, c'était vraiment intéressant à voir et ça mettait vraiment plus en perspective le personnage d'Elliot. Tu comprends plus ce personnage était un peu triste au final, c'est qu'il avait une vraie personnalité et c'est intéressant à voir. La réunion de famille, hein, c'est génial, hein. T'adores les voir danser, t'adores les voir interagir l'un avec l'autre. Tu vois qu'ils ont toujours eu une vraie connexion et t'adores les voir en fait, tout simplement. T'adores voir leur dynamique, leur connexion et voir comment ils sont tous ensemble. Pour justement avoir l'opposé avec le repas de famille et Reginald, à quel point il est complètement horrible avec eux, même si bon là il les connaît pas réellement, tu vois à quel point ils ont encore ces problèmes traumatiques hein, par rapport au père de famille. Five qui tue le conseil, absolument stylé, on est d'accord là-dessus, y a rien à dire. Ils se sont vraiment éclatés avec la mise en scène. Après il y a des scènes touchantes comme la scène avec justement Ben qui est dans le corps de Klaus et qui arrive à vivre pour la première fois depuis longtemps, c'était super divertissant à voir. Surtout les changements de corps, enfin du moins à la caméra où tu vois Ben des fois interagir avec les autres, ça montrait bien que Ben voulait vivre et qu'il commençait à être frustré d'être mort depuis si longtemps. Et étonnamment, en scène touchante, il y avait la scène où les Suédois s'entretuaient parce qu'il voulait pas tuer son frère parce que tu vois que c'est la seule chose qui comptait pour lui. Et mine de rien, quand il tue son frère parce qu'il a pas le choix, ça fait quelque chose. Surtout qu'il s'en veut complètement. L'une des scènes les plus intéressantes visuellement, c'est la scène où Vanya est complètement défoncée, avec le monde qui change, avec un délire complètement glauque et tu vois qu'elle utilise ses pouvoirs pour justement s'en sortir. Et c'est complètement dévastateur parce qu'elle tue tout le monde dans le bureau du FBI, c'était horrible. Visuellement, la scène de la drogue était vraiment bien foutue. Évidemment, la mort de Ben était super touchante avec Ben qui demande un câlin avant de partir. Ça m'a fait penser à Spider-Man qui s'en va, mais en tout cas, l'émotion était là. Et je trouve que justement, c'est un bel adieu à Ben, même si évidemment, il revient dans le monde alterné à la fin de la série. Après, ce qui est bizarre, c'est que même si la scène de fin était géniale avec l'exécution, le fait de remonter dans le temps, c'était vraiment bien foutu. Maintenant que Five peut remonter dans le temps quand il veut, il n'y a plus d'intrigue en fait. Parce que dès qu'il y a un problème, il suffit de remonter dans le temps, et c'est bon, tout est réglé. Donc j'ai envie de voir comment ils vont gérer ce problème, j'ai envie de voir comment ils vont attaquer cette facilité scénaristique, parce qu'en soi, maintenant, dès que quelqu'un meurt, tu montes dans le temps, tu règles le problème, et puis c'est tout. Curieux de voir comment ils vont faire ça, et curieux de voir aussi si Five peut remonter dans le temps, alors qu'il a voyagé dans le temps déjà. Je pense pas, mais au final, quand ils arrivent à la fin, le monde est alterné. L'impact qu'ils ont eu sur 1963 a changé le monde de 2019. Du coup, Ben n'est jamais mort, la Sparrow Academy, est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce que c'est eux jeunes, par exemple? Ou alors, est-ce que c'est Reginald qui a choisi d'autres personnes? Très curieux de voir qui ça va être, comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Est-ce qu'il y a d'autres super pouvoirs? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Est-ce que c'est d'autres personnages? Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est une timeline différente ou leur futur d'avant, mais qu'ils ont changé à cause des événements du passé? Très curieux de voir comment ça va se passer, c'est sûr. Ça pose beaucoup de questions, surtout est-ce qu'ils savent que Reginald est un alien? Enfin bref, il y a beaucoup de questions et j'ai hâte de voir comment ils vont y répondre. Ça va prendre quelques temps avant que ça ressorte, mais hâte de voir ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Bah, mettez-moi dans les commentaires quel était votre personnage préféré de la saison et votre scène préférée. C'était la dernière critique de la saison. On se revoit pour une autre critique mi-septembre, peut-être un peu plus tard, un peu plus tôt, on verra bien. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip en faisant un don ou un rendement de publicité. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.